Emma, c'est une entreprise, je dirais, un challenger. Dans notre ADN, on est une entreprise challenger qui a su devenir le premier acteur mondial en misant sur le meilleur rapport qualité-prix du marché. Et c'est juste ça sur lequel on se concentre. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Aujourd'hui, je vous invite à vous coucher pour écouter cet épisode. En effet, nous allons parler literie et plus particulièrement du matelas le plus vendu en D2C, Direct to Consumer, celui d'Emma. La célèbre firme allemande trust le top du classement en termes de part de marché sur ce segment de plus en plus convoité. Pour parler de cette fabuleuse histoire qui a débuté en 2014 et qui a réalisé déjà 645 millions d'euros de CA en 2021, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Bonnet, l'actuel patron de la zone DACH, Allemagne, Autriche et Suisse, et qui fut précédemment le patron de la France. Nous suivons notre plan habituel en commençant par le marché. Emma a une vision européenne et mondiale de celui-ci. Nous en profiterons pour comprendre les différences et les tendances qui se dessinent d'un pays à l'autre. Nous poursuivrons sur la proposition de valeur d'Emma et sa stratégie. L'entreprise s'est développée très vite dans un environnement concurrentiel très fort. Comment cela a-t-il été possible? Quelle est la recette? Bref, nous allons découvrir l'histoire d'Emma. Enfin, nous terminerons sur le sujet de la relation client, de la data, de l'acquisition, des réseaux sociaux. Et vous verrez, l'entreprise a peut-être bien une vraie singularité sur ces sujets. Mais avant de commencer, Antoine, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Bonjour Cyril et merci beaucoup de m'accueillir. Je vais me présenter assez brièvement. J'ai un parcours à la française finalement assez classique, classe prépa, HEC. Je suis sorti un peu des rails en dernière année d'école où j'ai fait un échange en Inde. J'ai adoré le pays, j'ai adoré la différence du pays et j'y suis resté pour un stage de fin d'études en start-up. Puis ensuite, j'ai tout de suite trouvé un boulot toujours en start-up dans ce pays-là. Et depuis j'ai toujours bossé en start-up dans différentes fonctions, toujours autour de la croissance. Donc j'ai fait ça en B2B, j'ai fait ça en B2C, donc de l'acquisition client, petit, grand compte, client particulier, propriétaire immobilier chez Studapart. Attends, on va revenir sur tout ça. Je voudrais juste qu'on fasse un petit focus sur l'Inde. Tu le disais avant l'enregistrement, tu le redis là, en fait, avec d'autres mots finalement. Tu parles de déraillement, parce qu'en Inde, finalement, tu as trouvé quelque chose. Je comprends en filigrane que tu ne trouvais pas en France, ou du moins dans le parcours académique qui était le tien à HEC. Qu'est-ce que tu as trouvé en Inde? Qu'est-ce qui t'a plu? Parce que ce pays est pas... c'est pas un pays comme un autre dans la mesure où il a une taille énorme, il a une culture très différente, il a même des cultures très différentes, vu c'est quasiment un continent. Qu'est-ce qui t'a touché au point, je sens que c'est un game changer quelque part dans ta vie, ce séjour en Inde? Ouais, alors j'avais beaucoup aimé la prépa, mais j'avais eu du mal à m'adapter en école, à passer d'enseignements très académiques à des enseignements plus pratiques.
de la compta, du droit. C'était des choses qui m'intéressaient pas trop. Quand je suis arrivé en Inde, j'ai vraiment pris une claque. C'est un pays où les gens n'ont rien, où ils pensent qu'ils ont tout, et ils sont hyper optimistes par rapport à l'avenir. Ce qui est très différent de l'Europe, où finalement on a tout et on se plaint de tout aussi. Et cette dynamique du pays, où on a des coupures d'électricité 40% du temps, mais on pense qu'on va être la première puissance mondiale à horizon de 3 ans, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément plu. Je me suis aussi donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup découvert cette différentes cultures, et j'ai rapidement appris à connaître aussi un écosystème de start-up local, très ambitieux, qui tournait vers le développement de services pour le pays lui-même, et pas comme c'était souvent le cas en Inde, pour les États-Unis, avec une immigration à la clé. Donc tu séjournais où quand tu étais là-bas ? J'ai vécu pendant 3 ans à Bangalore, qui est dans le sud de l'Inde et qui est surnommée la Silicon Valley de l'Inde. C'est là que sont tous les ingénieurs scientifiques, les ingénieurs informatiques. C'est là où un Capgemini, par exemple, va avoir 60 000 employés. Donc c'est traditionnellement une ville IT qui est devenue capitale des startups indiennes aux alentours de 2013-2014. Tu rentres en France après 3 ans d'expérience dans ce pays-là, qui t'a marqué, 3 ans qui t'ont marqué. On l'entend encore aujourd'hui. Tu rentres pour quelles raisons et tu fais quoi ? Alors, je rentre pour des raisons familiales, et à ce moment-là, j'ai 2 choix qui se posent à moi. Soit je rejoins un parcours qui est plus traditionnel des études en HEC, c'est-à-dire conseil et grande boîte, ou je retourne en start-up. Là, je me prends une seconde claque parce que j'échoue à rentrer en conseil. Et je pars en start-up, je rejoins Est-ce que tu as quand même l'idée de se dire je rentre dans les rails ? Exactement. Pour reprendre ton expression. Ouais. Elle a fait son bonhomme de chemin, tu dis ok, je vais l'essayer. Ouais, exactement. Ouais, je me sentais mal quelque part à ne pas suivre le parcours, et puis j'avais mon salaire indien, je rentrais en France, je voyais mes camarades de promo qui avaient des titres ronflants et des fiches de paye gigantesques, et je me sentais un peu mal par rapport à ça. Et donc j'ai voulu rentrer dans cette voie-là, et cette voie-là n'a pas voulu de moi, peut-être tant mieux. Donc du coup, tu as rebondi tu changes de chemin, ou tu essayes une autre voie, moins habituelle ou standard ou classique, habituelle, je ne sais pas comment dire, du parcours académique qui a été le tien. Et tu choisis les startups, tu choisis finalement les plus petites structures, une voie qui se rapproche de l'entrepreneuriat quelque part, ou on peut le dire comme ça. Beaucoup plus proche, plus pragmatique, avec plus de liberté aussi. Ma seule expérience des grandes entreprises, ça a été un stage de 6 mois à New York, où j'avais pas réussi à tenir dans une structure qui était beaucoup plus rigide, et donc une structure beaucoup plus lâche, avec beaucoup plus d'autonomie, m'a tout de suite beaucoup plus attiré, et donc je me suis tourné vers Studapart, qui est une plateforme de logement étudiant, où j'ai bossé dans une fonction de growth, donc de croissance, enfin une fonction de croissance qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, donc qui mêle un peu ingénierie et marketing. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Ensuite, j'ai rejoint une autre entreprise, Wind, qui est spécialisée dans le commerce digital. Donc là, je me suis retourné vers le B2B, et où là, j'ai fait purement du marketing. Et enfin, après 1 an chez Wind, Emma m'a contacté avec tout ce qui était fait pour me plaire, un job à l'étranger. Je voulais repartir à l'étranger, vivre dans des environnements internationaux, et surtout une responsabilité P&L, ce qui était pour moi un peu mon rêve. Donc en fait, Emma te fait rêver en disant tu vas être basé à Francfort, c'est ça ? Tu vas être basé à Francfort, c'est plutôt tu vas être basé en dehors de France. Ok, il se trouve que c'était à Francfort. Ouais. Dans un environnement où finalement la seule chose qu'on demande, c'est que tout le monde parle anglais. Ouais, exactement. Je réduis le truc un peu, mais pour comprendre. Ouais. Et tu vas avoir des responsabilités. Si je comprends aussi bien ce que tu me dis, c'est voilà ton job. Si tu finalement réponds, si les résultats sont là, c'est parti pour avancer dans l'entreprise. C'est un peu ça. C'était quoi d'ailleurs la première responsabilité qu'on t'a proposée quand t'es arrivé chez Emma ? Exactement. Alors on parlait à l'époque d'une entreprise qui faisait un peu plus de 150 à 200 personnes.
qui développait 30 pays depuis... Là, on est en quelle année, juste pour qu'on... Là, on est en début 2020. Qui développait 30 pays en e-commerce depuis un bureau et demi, avec 60 nationalités dans le bureau. Donc, c'est une vraie tour de Babel. Et on recrute les gens sans connaissance particulière du domaine dans lequel on essaie de les recruter. Pour te donner un exemple, moi je venais du marketing grand compte B2B et ils m'ont recruté sur un poste directement de Country Manager France, donc qui était un poste à dominante e-commerce, ce que j'avais jamais fait dans ma vie auparavant. Mais la philosophie de recrutement chez Emma, c'est tant qu'on a les bonnes soft skills, donc tant qu'on a les bonnes tant qu'on a les bons traits de caractère, ce qu'on fait, c'est pas de la science exacte, ou c'est pas, on va dire, c'est pas très compliqué à apprendre, le savoir-faire technique. Et donc on recrute les gens surtout sur leurs traits. On va recruter en particulier des gens qui sont forts en termes de logique, qui sont extrêmement entrepreneuriaux, parce qu'on va leur donner beaucoup de responsabilités entrepreneuriales, qui sont très exécutionnels. On veut pas des gens... Elle était en train de dévoiler la suite de l'histoire, on va y revenir. Ce que je comprends, c'est qu'effectivement, tu as un profil international, que tes études t'ont mené à découvrir cette dimension internationale, que tu es un peu sorti du schéma classique qui était proposé avec HEC, et que tu t'es épanoui dans le monde des startups jusqu'à rejoindre Emma. Tu nous en as un petit peu pitché, on va y revenir tout à l'heure. Merci pour cette présentation, Antoine. Avant de focuser sur Emma, on va parler du marché. Je le disais en introduction, Emma a une dimension européenne et même mondiale, ce qui te donne finalement, on vous donne un point d'observation unique pour comprendre le marché. Donc ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, sans véritablement dévoiler comment Emma adresse ce marché, c'est quoi de quoi on parle. Tu vois, par exemple, j'entends qu'en France, c'est 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires comme marché. Comment tu peux nous donner des informations sur ce marché pour qu'on comprenne comment il évolue? Les acteurs, Casper, qui est un de vos concurrents principaux américains, a été un des premiers à dépoussiérer finalement le marché de la literie. Comment fonctionne-t-il aujourd'hui? Je pense qu'il y a encore une majeure partie des matelas qui sont vendus offline. Peut-être que je me trompe d'ailleurs en disant ça, et que les choses sont en train de changer. T'as raison. Il y a des acteurs que tout le monde connaît, Ikea qui en fait partie, qui est, je crois, le plus gros vendeur de matelas, peut-être au monde même, je sais pas. Bon, bref, comment ce marché se structure à la fois sur ses dimensions concurrentielles de l'offre, et puis côté consommateur, quelles sont les tendances qui émergent? Est-ce qu'il y a des transformations majeures qui ont été accélérées avec le Covid? Parle-nous du marché. Allons-y. Alors, le marché, on est sur le marché de la literie, traditionnellement, qui est donc le marché du matelas, avec des acteurs qui font surtout du matelas. Ce marché a été un peu bouleversé aux alentours entre 2013 et 2015, on va dire, d'abord aux États-Unis, comme tu le disais très bien, avec l'apparition d'acteurs comme Tuft & Needle ou Casper, qui arrivent avec une double innovation qui permet de faire du e-commerce proprement dans le monde du matelas. Ces deux innovations, c'est d'une part une innovation industrielle qui va consister à enrouler, à compresser, rouler les matelas, donc à les mettre sous pression, à les enrouler, ce qui permet de les faire tenir dans une boîte, ce qui fait un produit qui est logistiquement beaucoup plus intéressant qu'un matelas déroulé. Et l'autre innovation... Parce qu'un des gros freins, c'était quand même le produit en lui-même. Le coût logistique, bien sûr. Voilà. C'est un produit, tant qu'on le compresse et qu'on le roule pas, qui doit être transporté par 2 personnes. Et donc, en France, concrètement, ça donne un coût de livraison à 70 €. En compressé roulé, ça fait du 25 €. Et donc, ça change complètement le business model. Parce qu'on se rappelle tous de l'époque où ça n'existait pas, les matelas, parce que c'est devenu quasiment une norme aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Tu achètes des matelas comme ça. Mais je me rappelle, il y a 10-15 ans, quand il fallait acheter un matelas, c'était une tannée, parce qu'il fallait
Il fallait louer une camionnette. Mais c'est ça, ou payer une livraison, comme tu dis, mais ça pèse un âne mort. Tu le tournes dans tous les sens pour le rentrer dans ton petit appartement parisien. Tu te demandes comment faut faire. Enfin, voilà. Ça passe pas dans un cage d'escalier. Enfin, toutes ces galères. Exactement. Donc c'est cette innovation industrielle qui est couplée à une innovation côté proposition de valeur qui consiste à dire ton matelas, tu peux le garder chez toi pendant 100 nuits et l'essayer et tu as une garantie de 10 ans. Donc ça lève beaucoup de freins sur un matelas, ça va être personnalisé, j'ai envie de l'essayer, c'est pas sûr que ce soit de la bonne qualité, les produits e-commerce, etc. Donc ces deux innovations, ça permet de créer une proposition de valeur e-commerce qui est intéressante pour le consommateur. Et ces acteurs du coup de l'e-commerce qui commencent comme pure player e-commerce vont se développer fortement aux États-Unis, puis dans le monde. Et puis, il va y avoir aussi beaucoup d'acteurs qui vont se lancer un peu dans tous les pays. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont nationaux, il y a très peu d'acteurs qui sont internationaux. On est dans un marché qui est encore extrêmement local, voire national. Comment ça s'explique, cette réalité de l'offre qui est fragmentée par pays? On a assez peu... C'est vrai, on l'observe en France, hein, on a plein d'acteurs nationaux, il y en a qui sont passés derrière ce micro. Pourquoi finalement c'est comme ça que ça fonctionne? Parce que c'est pas qu'en France, dans ce que je comprends, c'est un peu dans tous les pays, des acteurs locaux qui ont une dominante assez forte. Mais exactement, même le plus gros, je dirais le seul gros acteur international de matelas à part Emma, ça va être un Ikea par exemple, qui lui est présent dans beaucoup de pays dans le monde. Même un Tempur, qui est l'acteur dominant du marché, qui est une boîte qui fait 4 milliards, donc qui est de très loin le premier acteur du marché, fait 80% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc c'est pas un acteur internationalisé du tout. La raison, ou mon interprétation en tout cas, mais bien sûr, c'est qu'il y a quand même des petites préférences locales en termes de communication, en termes de composition des matelas, de confort de couchage, qui font que les gens ont beaucoup de mal à s'adapter d'un marché à un autre. Tu veux dire que... Attends, je m'arrête 2 secondes. C'est-à-dire que le même produit, finalement, n'est pas duplicable, n'est pas standard. C'est-à-dire qu'un Espagnol va chercher en moyenne un type de matelas différent qu'un Allemand ou qu'un Français. C'est comme ça qu'il faut le comprendre? Alors, les produits en eux-mêmes ne sont pas très différents. Ils diffèrent seulement par la taille. C'est-à-dire les lits ont des tailles différentes, ça se comprend assez bien. Un Hollandais va avoir besoin d'un matelas de 2,20 m, un Français d'un matelas de 1,90 m. Ça se comprend assez bien de ce côté-là. C'est surtout dans les préférences de communication, dans les différences de pricing aussi, qui sont très différentes d'un pays à un autre, et dans les canaux marketing employés. Tout ça, c'est des canaux marketing et des canaux de distribution employés. Et tout ça, c'est des choses qui sont assez spécifiques et qui permettent pas une grosse intégration internationale. En fait, quand tu as d'un côté un produit qui se transporte assez mal, donc tu n'as pas trop de consolidation en amont qui est possible, et d'autre part une distribution qui est assez fragmentée en fonction des pays, donc pas trop de consolidation en aval qui est possible, ça fait pas trop sens d'avoir des marques qui sont globales. Ça n'existe pas trop du coup sur le marché du matelas aujourd'hui. D'accord, donc l'offre... comment dire, l'offre, elle se standardise. Non, je ne sais pas si c'est le bon mot. Est-ce que les matelas qui sont disponibles à la vente online aujourd'hui sont-ils très différents du fait qu'ils sont roulés de ceux qui étaient à la vente avant l'arrivée du e-commerce? Les produits sont pas fondamentalement différents. On va juste peut-être regarder des choses un peu différentes. Un produit qui va être destiné à être vendu en magasin, par exemple, va avoir plus d'accent qui va être mis, par exemple, sur l'apparence du produit, parce que ça doit être un produit de retail. Un produit qui est vendu roulé, compressé, et on pourra en reparler derrière sur la spécificité d'Emma, mais un produit qui a été roulé, compressé, on va se concentrer moins sur l'apparence extérieure du produit, on va plus montrer la composition intérieure du produit, donc les différentes couches pour expliquer les bénéfices du produit, et on va se concentrer aussi sur les qualités de durabilité, sur des qualités de confort de couche, etc., qui doivent être objectivées pour donner confiance au client dans son parcours d'achat en ligne. Ok, donc en fait, le marché a été éduqué, entre guillemets, pour comprendre la proposition de valeur du matelas roulé versus le matelas classique qu'ils avaient l'habitude d'acheter. Le consommateur, si on fait un petit focus consommateur,
Tu as commencé à l'évoquer. Quelles sont les différences de comportement d'achat d'un pays à un autre, d'une zone géographique à une autre? Est-ce qu'il y a une maturité qui est différente? Est-ce que c'est plus compliqué dans certains pays que dans d'autres? Est-ce que tu peux nous donner finalement sur ce marché ta vision des différences côté consommateur? Alors, côté consommateur, tu vas avoir des différences en termes de ce que le consommateur... Alors, tu vas avoir des différences de préférence de couchage. C'est un peu la tarte à la crème, mais un Français aime bien dormir sur un matelas double, alors qu'un Allemand, par exemple, pour prendre un marché que je connais un peu maintenant, va aimer dormir sur 2 matelas simples. Donc ça, c'est des préférences qui sont traditionnelles sur un marché. Tu vas avoir des C'est drôle parce que là, ça enfonce tous les clichés qu'on peut connaître. Est-ce que l'exemple que tu es en train de donner, quoi. Ouais. Le Français dans le lit double et finalement l'Allemand, chacun dans son lit côte à côte. Exactement. Mais tout est séparé chez l'Allemand. La couverture est séparée aussi. Enfin, ils ont 2 couvertures simples. Enfin, c'est chacun dans son coin. Ensuite, il y a des produits qui existent sur certains marchés et qui n'existent pas sur d'autres. Le bon exemple, c'est un produit qu'on appelle un box spring bed, qui est une espèce de super gros lit avec double couche de ressort, plus une couche de mousse, plus une couche de latex, qui existe dans les produits dans les pays scandinaves, dans les pays allemands, enfin dans la zone d'Ar Benelux, et qui n'existe pas du tout dans le sud de l'Europe, où on va avoir tendance à privilégier des produits un peu plus légers, un peu plus aérés. Mais alors ça s'explique par le climat, la différence de climat, de culture. Parce que pourquoi finalement un Italien, un Espagnol ou un Portugais, voire un Français, préférera des matelas plus aérés, je ne sais pas comment tu dis, plus fins, Ouais. alors que dans le nord de l'Europe, ça va être des trucs qui font 60 cm d'épaisseur. J'exagère, mais... Alors, comme je te dis, il y a finalement quelques différences de produits, mais pas tant que ça. Il y a des différences de technologie employée aussi. Par exemple, les Français vont être très consommateurs de ressorts, là où les Allemands presque pas. Mon interprétation, c'est que oui, tu as des petites différences liées par exemple au climat. Mais tu as aussi une très grosse différence qui est surtout poussée par le marketing et les acteurs qui sont présents sur le marché. C'est intéressant, tu peux nous en dire plus? Les matelas en mousse par exemple et en latex sont très forts en Allemagne parce que les 2 marques dominantes du marché étaient des marques qui vendaient des matelas en mousse et en latex. En France, on a des marques comme Bultex, par exemple, qui étaient fortes dans ce domaine-là et qui ont poussé leur propre technologie. Donc, en fait, c'est la marque qui gagne les parts de marché qui va pousser sa technologie. Et donc, les préférences de couchage d'un marché donné sont une conséquence de l'exécution marketing des marques historiques. Ah ouais, c'est marrant ça. Et alors, les consommateurs, est-ce qu'ils sont quelque part déjà suffisamment matures dans chacun des pays? Prenons l'exemple de l'Europe et restons sur l'Europe. Est-ce qu'il y a encore besoin de convaincre des pays ou des consommateurs dans des pays de la proposition de valeur d'un acteur qui vend online, ou alors maintenant on est dans une maturité relativement homogène et on arrive finalement à faire valoir les arguments de vente en ligne de matelas un peu partout pareil? Alors si j'élargis même un peu la problématique, je dirais qu'il y a encore un paysage qui est assez diversifié. Il y a des pays où l'achat en ligne est complètement normalisé, où les consommateurs vont faire confiance à des acteurs e-commerce comme Emma, comme Casper, où aussi les distributeurs traditionnels sont très forts dans la distribution en ligne parce qu'ils se sont adaptés aussi à ce nouveau besoin des consommateurs. Donc c'est plus entreprise e-commerce contre distributeurs traditionnels, c'est tout le monde fait de l'omnicanal et toutes les marques s'y mettent. Casper a ses propres magasins et distribue dans la distribution physique. C'est la même chose pour Emma. On réfléchit même à ouvrir nos propres magasins. Donc tout le monde est en train de mettre en place, en tout cas dans les pays les plus matures, une expérience qui est omnicanal
parce que même dans les pays les plus matures, il y a encore 50% des consommateurs qui préfèrent aller toucher le produit en magasin. On ne pense pas que ça va beaucoup changer dans les années à venir, et donc il faut s'adapter à cette offre omnicanal. Tout le monde va chercher en ligne, aller en magasin peut-être si le besoin s'en fait ressentir. Ça, c'est pour les pays les plus matures où tu as tout le monde qui est omnicanal, des acteurs qui se consolident parce que c'est très concurrentiel. Après, il y a plein d'autres marchés. Je pense en particulier à l'Europe du Sud. Les pays matures, c'est quoi? C'est les États-Unis, le UK, le nord de l'Europe, c'est quoi? Le nord de l'Europe. La France est un peu entre les deux. Le Japon est très mature, l'Australie est très mature, la Corée est très mature. Donc tous les pays, on va dire, développés ou avec un niveau de développement qui est assez important. Ok. Donc ça, et les autres pays moins matures, voilà, que tu allais aborder. Typiquement l'Europe du Sud, qui est un pays beaucoup moins mature, où tu as une pénétration de l'online qui est de l'ordre de 15-20%. Là où en France, elle est de l'ordre de 30-35%, et au UK de 50%, pour te donner quelques chiffres. Après, il y a d'autres pays sur lesquels on travaille, comme le Brésil ou l'Inde, par exemple, où la pénétration est de 7-8%. Et donc là, on est encore sur des marchés pionniers, où on a vocation à éduquer le marché à l'achat en ligne. Ok, donc il y a vraiment encore quelque chose d'hétérogène, mais qui doit correspondre aussi au niveau de maturité globale de l'e-commerce dans ces pays-là. Tout à fait. Il y a une forme de cohérence par rapport à ça. Merci beaucoup Antoine pour ce laïus sur le marché. C'est important de comprendre comment il se structure, quelle est l'offre, quelle est la demande et comment les deux se rencontrent. Effectivement, il n'y a pas une même histoire d'un pays à un autre et j'en étais bien conscient. Maintenant, on va pouvoir parler d'Emma plus particulièrement. Tu as commencé à évoquer la façon avec laquelle Emma travaille et adresse ses marchés. Avant qu'on aille dans le détail, est-ce qu'en 2 phrases, tu pourrais nous teaser finalement Emma, c'est qui, c'est quoi, comment? Alors, Emma, c'est une entreprise, je dirais, un challenger dans notre ADN. On est une entreprise challenger qui a su devenir le premier acteur mondial en misant sur le meilleur rapport qualité-prix du marché. Et c'est juste ça sur lequel on se concentre. Ok, donc ce que tu es en train de me dire, c'est que votre proposition de valeur s'appuie sur le produit. Qualité et prix. Qualité et prix, oui, donc tout à fait. C'est le mix qualité-prix. Tu me disais tout à l'heure, à propos du marché, que finalement, le marketing est vraiment un axe fort pour la prise de marché, puisque les acteurs locaux t'expliquaient, c'est ton interprétation, mais j'y souscris volontiers, que les acteurs locaux ont un footprint toujours très fort dans les différents pays, parce que quelque part, ils ont une prédominance, ils ont une légitimité, ils ont un discours marketing qui est entendu au niveau local, des canaux de communication, c'est même ce que tu as évoqué, qui fonctionne. Emma, finalement, a peut-être joué une autre partition pour prendre des parts de marché ou pas? Tout à fait. Alors, c'est là que c'est important de revenir sur le rapport qualité-prix. On peut commencer par le prix, et c'est ça qui est sans doute une innovation d'Emma. Il y a 2 choses qu'on fait différemment des concurrents. On comprend en général mieux que les concurrents ce qu'il y a dans un matelas et ce qu'il faut mettre dans un matelas et ce qu'il ne faut pas mettre dans un matelas. Qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en termes de matériaux, en termes de densité de matériaux, en termes d'épaisseur de matelas pour faire un matelas qui soit qualitatif. Ça, on l'a appris grâce à notre équipe R&D qui fait plus de 30 personnes aujourd'hui et aussi grâce à notre collaboration avec plus d'une dizaine d'acteurs à échelle européenne. Donc on travaille un peu avec tous les faiseurs de matelas à échelle européenne et donc on est plus au fait que nos concurrents qui travaillent avec 1 ou 2 acteurs traditionnellement parce qu'ils sont locaux. Tu es en train de me dire que les matelas que vous vendez en Europe, ils sont produits en Europe? Ouais, tout à fait. Comme je te disais, un matelas, c'est pas même rouler compressé, c'est pas une sinécure à transporter d'un continent à un autre et donc effectivement on produit en Europe. Très bien.
Donc le prix, tu me dis finalement c'est important si on parlait du marketing, le positionnement, en fait, et tu me dis commençons par le prix, c'est important parce que nous on sait ce qu'il faut mettre dans le matelas, donc quelque part on en met ce qu'il faut, mais pas trop, et on vise juste Exactement. dans le coût de production. On a un avantage dans la conception du matelas. Ensuite, en termes d'achat de matelas, comme on est un pays qui opère à échelle européenne, Comme on est une entreprise qui opère à une échelle européenne. Comme on est une entreprise qui opère à échelle européenne, là où tous nos concurrents opèrent à échelle locale, on peut acheter en beaucoup plus grosse quantité. On n'achète pas 10, 20 000, 30 000 matelas, on en achète des millions. Et ça permet de changer la donne en termes de négociation avec nos fournisseurs. Ça nous permet de garantir un prix. Donc la conception et la capacité à acheter en grande quantité, ça nous permet de sécuriser un prix qu'on va pouvoir ensuite transférer au consommateur. Donc ça permet d'avoir un prix qui est supérieur. Ensuite, la seconde chose sur laquelle on se concentre, comme je te disais, c'est la qualité. Et ça, comme je t'ai dit, on investit énormément en recherche et développement. Comment on fait en fait pour faire de la R&D dans des matelas? C'est en partenariat avec les usines qui fabriquent. C'est vous, dans votre coin, vous avez recruté des anciens de ces usines pour faire la recherche. On découpe des matières, on les empile, on dort dessus. Comment on fait de la R&D dans des lits, dans la literie, dans la matelas? Exactement. Alors en fait c'est un matelas, c'est un millefeuille de différents matériaux. Il y a de la mousse, il y a du ressort, il y a du latex, il y a du coton ou différentes matières pour faire la housse du matelas. Et l'enjeu du coup, ça va être et enfin on fait des coupes dans le matelas pour pouvoir modifier ses propriétés mécaniques. En gros, du coup, il faut des spécialistes de chacune des couches. Il faut savoir combien il faut en mettre. Et ces différents paramètres sont ensuite testés pour pouvoir concevoir un bon matelas. En gros, à quoi ça ressemble? Ça veut dire que tu as une équipe où tu as besoin d'avoir des chimistes, des ingénieurs chimistes, des ingénieurs mécaniques qui vont pouvoir te dire il faut faire telle mousse, il faut en mettre telle quantité, il faut faire un trait de coupe ici, et ensuite on va tester ces matelas. Ça passe par beaucoup de tests aussi. La différence qu'on a par rapport à nos concurrents, c'est qu'on a des labos de tests chez nous où on teste près de 1000 matelas par mois. Ça fait beaucoup de matelas à tester. On a beaucoup d'expérience dans le test de nos matelas. Donc, tester globalement, tu dors dessus, c'est quoi? Non, on va tester plusieurs choses. On va tester les propriétés thermiques du matelas. Donc, est-ce qu'il diffuse bien la chaleur, parce qu'on n'a pas envie d'avoir trop chaud ou trop froid quand on dort la nuit. Il y a quelqu'un qui se couche dessus. C'est ça qui est la spécificité d'EMA. Il te faut des machines, donc des chambres thermiques par exemple, pour tester la chaleur du matelas. Ensuite, tu vas tester la durabilité du matelas. Donc tu vas avoir un gros rouleau je crois que c'est 120 kg qui va faire des dizaines de Antoine est en train de mimer avec son bras le rouleau qui passe sur le matelas. Voilà. Il faut imaginer une espèce. Mais on l'imagine bien. Un gros rouleau de plus de 100 kg qui va faire, je crois, 60 000 cycles, donc qui va rouler 60 000 fois sur le matelas pour estimer une durée de vie ou pour mimer, on va dire, une durée de vie. Mais c'est hyper intéressant que tu nous expliques comment ça fonctionne. Exactement. Puisque tu parles de qualité, c'est pas qu'un mot. Derrière, ce sont des process, c'est une façon de faire. Et tu vois, si ça s'appelle les digital doers, c'est parce que je veux vraiment appuyer sur un aspect concret du business. Et quand on raconte une histoire, c'est que derrière, il y a quelque chose de concret. Là, tu es en train de nous expliquer concrètement comment ça fonctionne et je t'en remercie. Exactement. Donc, tu as ce rouleau qui passe pour mimer 10 ans de cycle de vie. Et ensuite, tu vas avoir des machines qui vont mimer différentes positions de sommeil et typologies de corps pour être sûr qu'il y a un bon alignement de la colonne vertébrale dans toutes les positions de sommeil. Donc ça prend de la place, ça prend de l'énergie, parce qu'encore une fois, 1000 matelas par mois, c'est pas simple. Et là-dedans, on teste tout. On teste des prototypes, on teste les matelas de la concurrence, on teste. On a une très bonne idée de ce qu'il faut mettre dans un matelas pour que ça performe. Et ça se traduit ensuite par quelque chose qui est très précieux en e-commerce. C'est un badge de confiance qui est traditionnellement ce que EMA utilise pour gagner la confiance des consommateurs. Ça va être les tests délivrés par les différents instituts de consommateurs
à travers le monde. En France, c'est l'UFC Que Choisir. En Allemagne, c'est le très puissant Stiftung Warentest qui décide à peu près tout. En Angleterre, c'est Which. Enfin, il y a autant d'associations de consommateurs qui vont conduire les mêmes tests que nous sur les matelas pour renseigner les consommateurs sur les performances de ce matelas en termes de durabilité, d'ergonomie, Et là, vous avez les labels. Et là, Emma est l'entreprise qui est la plus récompensée et qui gagne systématiquement tous ces tests depuis un certain nombre d'années. Et donc ça, en e-commerce, du coup, et c'est là que je reviens à la proposition de valeur initiale d'Emma, on a un produit qui est pas cher ou un des moins chers du marché. C'est quoi les prix globalement, les gammes de prix c'est quoi? C'est 500 € le matelas? C'est moins? C'est plus? Alors pour un matelas en France en 140, 190 ou en 160, 200, on va être un peu en dessous de 500 €. Et aujourd'hui on a plusieurs gammes, hein, donc on va pouvoir monter même au-dessus de 1000 €. Ça dépend de la technologie de la technologie qu'on choisit. Mais en gros, c'est les gammes de prix. Ça veut dire, historiquement, on est toujours entre 20 et 30% moins cher que n'importe quel concurrent en ligne sur le marché français. Donc, on a ce produit qui est moins cher. On a ces labels des instituts de consommation qui permettent de rassurer le consommateur. Ça arrive chez vous. Et ça a 10 ans de garantie et sans nuit d'essai. Il n'y a pas de raison de ne pas acheter un matelas Emma. Merci pour ce pitch un peu à rallonge, mais qui me permet de rentrer dans le détail pour présenter Emma. Tu peux nous rappeler la genèse de la société? Qui a créé Emma? Comment c'est quoi l'histoire en fait de la création? On sait que c'est une entreprise allemande. Est-ce qu'il y a eu des levées de fonds? Enfin, est-ce que tu peux nous raconter un peu? Ouais. Emma est finalement une marque Emma est une marque qui a été créée par deux fondateurs qui avaient initialement ouvert une marketplace de matelas, accompagnée d'un magasin en ligne. Donc initialement, ils voulaient surfer sur cette vague du e-commerce de matelas en ouvrant une marketplace, et ils se sont rendus compte qu'il y avait ces marques aux États-Unis qui apparaissaient. Et donc, ils ont créé leur propre marque avec le prénom qui était le plus donné à l'époque en 2014 en Allemagne, qui était Emma. C'est pour ça que ça s'appelle Emma. Et ils ont très rapidement, ils ont eu cette intuition. Donc, très rapidement, la marque a mieux fonctionné que leur magasin. Donc, ils ont laissé tomber le magasin, ils se sont concentrés sur la marque. Et ils ont eu cette intuition très rapidement qu'il fallait diversifier le risque et avoir des gains d'échelle très rapides à échelle de l'Europe en ouvrant le plus de pays possible et en localisant un maximum. Pourquoi ils ont dû faire ça? Parce qu'il y avait déjà un concurrent qui était très fort en Allemagne, qui s'appelle Bet1, qui est toujours un des premiers acteurs européens du marché. Et donc, ils ont recruté des country managers qui étaient des locaux, toujours dans le bureau de Francfort. Donc, on parle d'un bureau avec comme j'ai dit, cette tour de Babel, des country managers qui sont recrutés qui sont d'origine du pays qu'ils sont en train d'ouvrir et qui ont toute l'attitude de décision sur qu'est-ce qu'ils vont faire sur leur marché en termes de produits, de prix, de marketing, etc. C'est arrivé tout de suite, en fait, cette culture, dès le départ, elle était présente. Tout à fait. Elle s'est structurée, tout s'est structuré autour de ça. On va y revenir là-dessus. Avant qu'on y revienne, comment finalement la croissance a-t-elle été financée? Est-ce que c'est sur fonds propres ou alors il y a eu des levées de fonds? Comment ça fonctionne? Il y a eu une levée de fonds de 5 millions d'euros, je crois. C'est une marque qui est rentable, break-even, qui a atteint le point mort. Je sais plus, je suis désolé pour mes anglicismes. Bon, tout le monde comprend. Depuis 2016, et donc il n'y a plus besoin. 2 ans après le lancement, c'était rentable. Mais je vais te dire, Cyril, sur ce marché, c'est une obligation d'être rentable immédiatement. Et c'est ce que beaucoup de marques de matelas n'ont pas forcément compris, c'est qu'on est sur des cycles de renouvellement qui sont tous les 10 ans. Avec un consommateur qui oublie en moyenne la marque de son matelas 3 mois après l'avoir acheté. Ça veut dire qu'on est sur un marché d'acquisition et que si on n'est pas rentable dès la première transaction, on ne va pas pouvoir s'appuyer sur une Customer Lifetime Value, donc une valeur vie client
Tu vas pas avoir un taux de repeat qui va être très fort. Le taux de repeat va être très faible. La valeur vie client, ça va être dépendant du taux de recommandation du client. Est-ce qu'il en parle autour de lui ou pas? Voilà. Ou s'il change un autre matelas dans sa maison, s'il a des enfants. Voilà, exactement. Exactement. Mais ça reste globalement très mineur, ou en tout cas, tu peux pas miser sur ça. Tu peux pas te dire, je vais construire un business model où je vais créer une marque qui, dans 10 ans, peut-être sera rentable. Il faut être rentable dès la première transaction, et ça a été la philosophie d'Emma depuis le début. Ok, donc c'est important qu'on comprenne bien ça, effectivement, que ça a été pensé. Tu parlais tout à l'heure d'excellence opérationnelle, de confiance. Alors peut-être c'est des mots que tu as utilisés avant qu'on enregistre, quand on a préparé cette conversation. Il y a vraiment une culture d'entreprise qu'on ne retrouve pas partout, voire qui est assez unique, basée, si je comprends bien, autour de la confiance. Comment tu qualifierais cette culture d'entreprise? Alors oui, on doit faire confiance par défaut. Alors on est sur une entreprise donc qui est dès le début extrêmement internationale et où la clé de ton succès à l'international, ça va être un haut degré de localisation. Donc depuis le début, tu es sur une organisation qui est extrêmement décentralisée. Et qui dépend. Localisation, ça veut dire qu'Emma paraît français en France, espagnol en Espagne, allemand en Allemagne. Hein, exactement. Et où les approches marketing et de prix sont pas décidées depuis le siège allemand par des Allemands pour des Allemands quelque part. C'est des approches qui sont décidées de manière très locale. Donc dès le début, c'est décentralisé. C'est même vital pour l'entreprise parce que les marchés qui se développent en premier sont pas le marché allemand. Le marché allemand est un marché qui est complètement minoritaire jusqu'en 2019. C'est un petit marché jusqu'en 2019. Donc jusqu'en 2019, c'est quoi le premier marché? Le UK? D'abord le UK. Ensuite, il y a les Pays-Bas qui décollent énormément et la France qui décolle aussi énormément très rapidement. D'accord. Et donc c'est une entreprise qui vit sur ces 3 marchés jusqu'à ce que l'Allemagne décolle en 2019 aussi. Donc décentralisé dès le début. Et cette philosophie, on l'a vraiment implantée dans la culture de l'entreprise. On va recruter des gens qui ont des profils entrepreneuriaux. On va leur donner toute la data dont ils ont besoin. À Emma, tout le monde, même les stagiaires, ont accès à la donnée de la profitabilité par SKU, donc au niveau du produit le plus individuel. Ils ont accès, on a des conversations devant toute l'entreprise à 900 personnes sur les EBITDA, enfin, tout le monde a accès à toute la donnée et du coup, tout le monde est responsable de ses décisions. On va juste apprendre aux gens à lire la data, à interpréter la data, on va leur donner les bons outils, comment on fait un pricing, comment est-ce qu'on réfléchit à faire des investissements en marketing, comment est-ce que fonctionne l'attribution en marketing, etc., etc. Et une fois qu'on leur a donné toute la data, tous les bons outils, il n'y a pas de raison de ne pas leur faire confiance sur toutes les prises de décision. Ça permet de croître beaucoup plus rapidement en tant qu'organisation. Tu vas avoir quelques erreurs, bien sûr. J'ai par exemple en tête un contrat de distribution de tracts de 11 millions qui a été signé par une stagiaire l'an dernier qui a donné quelques difficultés légales, mais globalement tu as quelques accidents comme cela. Mais t'as ensuite beaucoup de bénéfices derrière, et je vais te donner plein d'exemples. Le canal du marketing d'influence, par exemple, en France, a été développé par quelqu'un qui travaillait au service client, à qui on a donné carte blanche et qui pour Black Friday 2020, je m'en souviens très bien, nous a réservé des influenceurs pour plus de 70 000 euros. Dans n'importe quelle entreprise, ça aurait été impossible parce qu'on aurait raisonné sur une logique de budget. Chez Emma, on n'a pas de budget. Zéro budget, personne ne sait combien on va dépenser en marketing à la fin de l'année. Tout le monde est responsable de ses propres décisions, des pricing, des promotions, des investissements réalisés en marketing, et on pilote à la performance de manière marginale. Ok, c'est hyper intéressant de comprendre ça. Aujourd'hui, 900, tu disais, 900 personnes. Ouais, tout à fait. Basées à Francfort. Alors aujourd'hui, on a 5 bureaux maintenant. D'accord. J'avais évoqué auparavant qu'on était des challengers, que c'était vraiment dans notre ADN. Challenger, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'on va refaire les apprentissages par nous-mêmes et qu'on va pas accepter les apprentissages du marché. Il y a des choses
qu'on fait. Je vais revenir au bureau. Hein, j'ai pas perdu ta question. Par exemple, en télé, les agences vont nous dire il faut faire 2-3 temps forts par an. Chez Emma, on s'en fiche, on investit tout le temps en télé toute l'année. Avec un spot qui a été vu beaucoup trop de fois pour n'importe quelle agence. Donc on est vraiment, on refait nos apprentissages, et tant que la data nous dit pas qu'on a tort, on continue à faire ça. Ça se matérialise aussi dans la manière dont on localise nos bureaux. Alors historiquement, on est francfortais, ce qui est dans l'univers des startups allemandes complètement en périphérie, parce que la capitale des startups allemandes, c'est Francfort. C'est Berlin, pardon. Oui, c'est ça, ouais. Francfort, c'est une ville de banquiers, il n'y a aucune start-up, enfin il y en a 2 peut-être. Donc on a toujours cet esprit de challenger. On a ouvert un autre bureau à Manille derrière pour développer l'Asie du Sud-Est, pas du tout à Singapour ou à Hong Kong. On a ouvert un bureau à Lisbonne et pas Barcelone pour aller chercher des talents en Europe du Sud. Et aujourd'hui, on est aussi en train d'ouvrir un bureau à Mexico et pas aux États-Unis pour développer le continent américain, et à Shanghai pour la Chine. Donc aujourd'hui, on travaille sur ces 5 ou 6 bureaux, je me souviens plus. Mais ces bureaux-là, ils ont des vocations régionales ou alors, par exemple, tu recrutes un Français, on peut imaginer qu'il y a des besoins, et je crois savoir qu'il y en a en termes de recrutement pour le pays France. Le Français à qui tu t'adresses, tu vas dire, tu viens à Francfort, tu viens à Lisbonne? Parce que finalement, en Europe, il y en a 2. Est-ce que chacun a les mêmes prérogatives? Comment ça fonctionne? Alors, les bureaux, c'est un peu des deux, mon général. On a des bureaux qui sont à prérogatives régionales, et ensuite, on essaye en général de recruter l'équipe là où est le team lead, pour qu'il y ait une bonne collaboration en équipe. On a aussi, on valorise énormément cette collaboration, et on valorise une culture où les gens sont encore très au bureau, travaillent ensemble, sont physiquement en présence l'un de l'autre. Ce qui veut dire qu'on va essayer de recruter les équipes avec leur team lead. Du coup, il y a des bureaux à vocation régionale, et ensuite il y a des bureaux qui sont spécialisés de manière fonctionnelle. Et qu'on a ouvert dans cette région-là parce que c'était plus facile de trouver des talents de très bon calibre pour cette demande spécifique. Par exemple, à Lisbonne, c'est assez facile de trouver des logisticiens et des bons marketeurs. Et donc, on va recruter des gens qui font du marketing de performance et des logisticiens à Lisbonne. À Francfort, à Manille, par exemple, on va trouver assez facilement des gens qui font de la compta. Et donc, on va avoir un bureau, une grosse dominante compta à Manille. Donc, c'est du fonctionnel et du régional. On le disait, merci pour ces précisions. On le disait avant de commencer l'enregistrement, il y a une sorte de... Cette façon de fonctionner, c'est aussi une école, quelque part, pour qui arrive chez Emma. C'est la suite d'un parcours académique, peut-être c'est une formation qui se poursuit. Tu valides que c'est bien comme ça, que ça peut être perçu, et se pose derrière la question du turnover des équipes, parce que du coup il y a un turnover important, où il y a une fidélité. C'est quoi les sujets, pour finir sur la partie un peu entre guillemets RH de l'entreprise? Ouais. Alors Emma est c'est une entreprise qui change, hein, quand j'ai rejoint il y a 2 ans et demi, on était 300, on est maintenant une entreprise de 900. Donc on est une entreprise qui a une problématique d'hypercroissance. Traditionnellement, c'est une entreprise où, au moment où j'ai rejoint en tout cas, où on recrutait des gens, comme je t'ai dit, sur les traits et pas du tout les compétences. Donc qui recrutaient des gens qui étaient aussi très jeunes, à qui on donnait des responsabilités démesurées par rapport à leur âge. C'est encore le cas aujourd'hui, ce qui en fait une excellente école. On demande aux gens d'être très entrepreneuriaux, de prendre leurs décisions. Donc c'est une très bonne porte d'entrée, soit pour créer sa propre boîte et devenir entrepreneur soi-même, ou pour rejoindre rapidement d'autres entreprises avec des responsabilités plus élevées, parce que la croissance personnelle est très rapide dans cette entreprise. Ça veut aussi dire que on a beaucoup de gens, alors ça va dépendre d'un bureau à un autre, mais il y a beaucoup de gens qui vont quitter l'entreprise après 2-3 ans parce qu'ils ont fait leurs apprentissages et ils vont faire le même métier, ou ils vont monter leur propre boîte à côté pour des salaires supérieurs. Ça veut aussi dire que sur cette problématique de turnover, peut-être, c'est pas forcément
c'est le cas. On a un turnover qui est assez élevé par rapport aux autres entreprises. C'est pas forcément quelque chose qu'on regarde d'un point de vue pessimiste. Parce qu'on est content que les gens aillent appliquer ce qu'ils ont appris ailleurs. Et deux, quand on est dans une entreprise qui croît aussi rapidement, le type de profil dont on a besoin un an après est sans doute différent du type de profil qu'on avait un an avant. Et donc les gens se reconnaissent pas forcément dans l'entreprise qu'ils avaient connue il y a 2 ans, et donc ils ont naturellement envie de changer. Je dirais que c'est une conséquence de l'hypercroissance aussi. Et donc on regarde ça plutôt avec un regard, en tout cas pas inquiet, surtout que c'est en train de se stabiliser maintenant que la croissance est un peu plus calme, on va dire. Très bien. Merci pour ces commentaires. On va conclure sur justement la partie qui est la gestion de la relation client, de la data, de l'acquisition. Tu as commencé à l'évoquer. L'entreprise est data-driven. En matière de relations clients, comment c'est utilisé? Est-ce que finalement il y a une volonté de créer une forme de communauté ou pas, comme beaucoup de DNVB peuvent faire sur les réseaux sociaux? Comment vous faites pour convaincre, recruter? Tu disais tout à l'heure, c'est quand même un business de recrutement. Il faut que ça soit rentable dès le premier matelas vendu, parce que la probabilité que l'acheteur revienne faire un achat est assez faible du fait même du produit, intrinsèquement parlant. Donc comment vous faites sur cette relation client, cette data, cette acquisition, tout ce domaine-là? Tout à fait. Alors, on va avoir une approche qui est un peu originale par rapport aux DNVB traditionnels, ou en tout cas françaises, qui vont mettre l'accent sur la création de la marque. Comme je t'ai dit, notre interprétation, c'est on n'est pas sur un marché de marque, on est sur un marché d'acquisition. Et ça veut dire que il faut maîtriser, ou il faut être très précis sur nos leviers d'acquisition. Il faut être très précis aussi dans notre gestion de la relation client. Je vais te donner quelques exemples. Être précis sur nos leviers d'acquisition. Ça veut dire que on va pas faire d'investissement dans le marketing de marque. C'est pas quelque chose qui va nous intéresser. Pour nous, tous nos canaux marketing sont des canaux de performance. On va traiter tous nos canaux comme des canaux de performance. L'influence, c'est de la performance pour nous. La télé, c'est de la performance. Tout est tellement de la performance qu'on est une entreprise qui a très tôt recruté une équipe de data scientists pour développer notre propre interprétation, donc un modèle d'attribution marketing, notre propre interprétation de quels sont les canaux qui contribuent à l'acquisition client et quels sont les canaux qui y contribuent moins, pour piloter nos investissements beaucoup mieux. Par exemple, on va être en mesure aujourd'hui de conduire des géotests, donc des tests où on va comparer différentes zones géographiques sur des canaux comme Google AdWords, donc le SIA, ou la télévision, ou l'affichage publicitaire dans la rue, pour essayer de déterminer si c'est des canaux marketing qui fonctionnent pour faire de l'acquisition client. Et quand Google nous dit qu'on a une rentabilité, donc un return on ad spend de 3, et que nous on pense que c'est 1,5, et ben on va pas avoir peur de couper notre investissement sur Google, parce on a une interprétation différente de ce qui contribue à l'investissement. De ce qui contribue au chiffre d'affaires. Cette maîtrise du coût de la dépense marketing est une grosse différence par rapport aux autres DNVB, en particulier dans notre secteur, parce que beaucoup de ces entreprises vont surinvestir en général dans le marketing de marque et faire des choses qui vont essayer de construire des communautés, de fédérer des communautés, là où nous, dans notre interprétation, c'est pas quelque chose qui est très important au vu du degré de renouvellement du matelas. Une autre conséquence, par exemple, c'est qu'on va investir sans doute beaucoup moins dans la logistique et le service client que la plupart de nos concurrents. Alors là, ça m'intéresse. Pourquoi vous allez investir moins dans la logistique, puisque tu disais quand même que la logistique, quelque part, dans les opérations, c'était clé?
Ouais. Alors, je vais être très précis. On a essayé, on est très pragmatique. On va essayer de voir là où le client perçoit de la valeur ou ne perçoit pas de la valeur. Livrer un matelas en 24 heures au pas de porte du client. Quand on demande aux clients, il y a très peu de clients qui sont intéressés. C'est une méthode, disons un besoin client qui est très faible, mais qui coûte très cher d'un point de vue logistique. Parce qu'il faut stocker beaucoup plus, il faut avoir des transporteurs qui savent gérer ce type de flux, et il faut être beaucoup plus précis dans les approvisionnements. C'est pas quelque chose sur lequel on va investir, parce que quand on demande à nos clients être livrés en une semaine, ça leur suffit largement. On fait même des tests, on fait même des A/B tests sur notre site pour voir quelle est la courbe de demande du client en fonction des délais de livraison. Et on ne va pas surinvestir dans notre logistique, donc on ne va pas surdimensionner notre stock. C'est calibré en fait. Dans ce que je comprends, c'est que vous allez calibrer au mieux l'ensemble des outils de production ou opérationnels au service du business. Exactement. Parce qu'on n'a pas vocation, encore une fois, c'est un business où les marges sont assez faibles. On n'a pas vocation à surinvestir dans des domaines sous prétexte qu'il faut créer une expérience client absolument fantastique, géniale, inoubliable. Ce qui est vraiment inoubliable, ce qui doit être inoubliable dans notre industrie, c'est la qualité d'expérience de sommeil et de matelas. Et donc, on a des NPS produits, par exemple, qui sont aux alentours de 85. On travaille énormément là-dessus. Nos NPS logistiques et nos NPS service client sont beaucoup plus faibles, mais c'est des choses qui sont oubliées après 2-3 semaines. Et donc, on investit dans les 10 années. On n'investit pas dans les transactions plus 3 semaines. C'est génial d'entendre dire ça. Pourquoi c'est génial ? Parce que c'est complètement inhabituel comme discours. La preuve que ça fonctionne, c'est qu'en l'espace de 8 ans, depuis la création, allez, je pense qu'on va dépasser les 700 millions d'euros en 2022 s'il y en a eu 650 largement en 2021. Bref, on peut se dire qu'au bout de 10 ans, l'entreprise passera le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ça semble dans l'an prochain. Ouais, c'est ça, presque en 10 ans. C'est que ça fonctionne, tout en étant rentable. Je retiens aussi une chose, c'est qu'il n'y a eu qu'une seule levée de fonds. Il n'y a eu qu'une seule levée de fonds initiale, oui, tout à fait. Et donc, ça veut dire que ce sont les cofondateurs qui sont toujours au capital de l'entreprise depuis le début, avec d'autres associés, j'imagine. Alors, l'entreprise, d'un point de vue capitalistique, l'entreprise s'est fait racheter par un fonds allemand qui s'appelle Haniel en 2020, début 2020. Donc, ils ont racheté 50, quelque chose, 50 et un pouillème de l'entreprise. Le reste du capital est possédé par les fondateurs. D'accord. C'est important de comprendre aussi cette notion-là. Merci beaucoup, Antoine, pour les détails et la façon avec laquelle tu nous as parlé de cette fabuleuse histoire. Le nom Emma est connu en France. Je sais que en parlant autour de moi, c'est connu. Puis je le vois sur les réseaux sociaux aussi. Quelques pubs. Merci de nous l'avoir partagé un peu de l'intérieur, comment ça fonctionne. C'est toujours intéressant de connaître une entreprise autrement qu'au travers de ses canaux d'acquisition. Et là, tu nous en as apporté la preuve. Je voudrais remercier aussi Comexposium et le One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour le support qu'il apporte à cet épisode. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours plus nombreux et ça fait très très plaisir. Si vous voulez joindre Antoine ou Emma, ce sera probablement via LinkedIn. Oui, ou antoine.bonnet@emma-sleep.com. Voilà. Comme ça, c'est fait. Merci à toi, Antoine, de ce que tu es venu. On enregistre à Paris. Tu es en Allemagne habituellement. Donc, tu n'as pas fait le déplacement que pour moi, mais tu as profité de l'occasion de ton déplacement à Paris pour qu'on puisse se voir. Je te remercie. Merci beaucoup, Cyril. Et puis, à bientôt. Bonne journée.